Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôts sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. Bonjour à tous, pour le Zoom de ce soir, je reçois Thibaut Kerlirzin avec Greenpeace, une ONG à double fond. Alors évidemment, on va préciser l'édition, c'est Valeurs ajoutées, collection Guerre de l'information, préfacée par Christian Arbulot, qu'on connaît bien à TV Liberté, le patron de l'école de guerre économique. Vous êtes, vous, consultant, spécialiste de la guerre économique, et vous avez fait ce travail sur Greenpeace, donc cette ONG bien connue, avec le CESTUDEC, un centre d'études italien, concentré sur la stratégie et là encore l'intelligence économique. Alors pour commencer, Thibaut Kerlirzin, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu vous intéresser à cette ONG en particulier? Est-ce qu'on vous l'a imposé tout simplement, oui, ou est-ce qu'au contraire c'était quelque chose qui attirait tout particulièrement votre attention? Non, moi au départ je travaille sur les réseaux Soros depuis 2015. Et quand on m'a dit on va te confier une mission sur une ONG, c'est passé par l'école de guerre économique, je me suis dit chouette, je vais faire encore quelque chose sur Soros. Et pour un autre client, j'avais déjà cartographié les lettres qu'apportent les ONG aux migrants le long de la route des Balkans occidentaux. Il était question de voir est-ce que c'est orchestré ou est-ce que c'est spontané. Donc c'est orchestré par les réseaux Soros et les réseaux américains. Et puis là on m'a dit tu vas travailler sur Greenpeace. Donc j'étais, comme je le répète souvent, j'étais embêté. Parce que Greenpeace, j'avais vu, moi j'ai plutôt de la sympathie, je suis de la génération qui a grandi avec la liste noire des OGM par Greenpeace, avec le danger nucléaire, avec toutes ces campagnes d'influence qui me convainquaient, mais j'y connaissais rien. Et à l'école de guerre économique, on nous avait parlé du cas Brent Spar, que je rappelle rapidement dans le livre, on avait dit que Greenpeace avait été de mauvaise foi, plus que léger, et puis c'était tout juste excusé. Je me suis dit, bon, une erreur, ça arrive à tout le monde. Peut-être rappeler rapidement le cas précis pour que les téléspectateurs comprennent. Oui, c'était dans les années 90. C'est Shell qui voulait envoyer une plateforme qui ne servait plus par le fond. Et Greenpeace a fait tout un foin pour que ça ne se fasse pas, mais qu'elle soit démantelée sur les rivages, tout simplement. Et, ce qui apparaît être une solution positive. A priori, sauf qu'écologiquement, c'était beaucoup plus coûteux. Ça sollicitait, il fallait remorquer, il y avait des coûts de démantèlement, il y avait beaucoup plus en fait d'externalités négatives que de la coulée par le fond. Il y a eu tout un foin, il y a des stations services qui ont été incendiées, il y a eu beaucoup de problèmes, ils sont intervenus dans divers sommets et ça a fait vraiment pas mal de bazar. Du coup, le gouvernement britannique a cédé, ça a été démantelé sur le rivage et entre-temps, Shell avait commandité une expertise qui était venue donc analyser les erreurs qu'ils auraient pu avoir faites. Et l'expertise a dit, mais en fait, c'est Shell qui a raison. Sur 2-3 points, ils ont fait ce qui, selon nous, sont des erreurs de calcul, mais globalement, c'est eux qui avaient raison. Et Greenpeace a dit, non, c'est pas vrai. Greenpeace a dit, bon, oui, en fait, on a été léger, on avait mal anticipé la profondeur de tel réservoir, et donc on s'est trompé. Donc on peut se dire, bon, faute avouée à la moitié pardonnée. La moitié pardonnée, ouais. Mais sur leur site, ils présentent toujours cet événement comme une victoire. Et c'est en fait le problème de Greenpeace, c'est que sur un autre cas dont je parle, c'est le cas de l'entreprise Resolute, donc c'est exploitant de bois forestier au Canada. Resolute a fait un espèce de tableau que je reproduis là-dedans et qui se trouve sur Internet. C'est ce que toutes dit les Greenpeace. Sources sont précisées dans l'ouvrage, il faut bien le dire. Et il y a ce que dit Greenpeace publiquement et ce qu'ils disent dans les documents juridiques déposés. Et là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire publiquement, ils attaquent. Et juridiquement, en fait, ils baissent complètement leur froc et puis ils reconnaissent que, bon, là, ouais, en fait, vraiment, ils reviennent sur ce qu'ils disent, ils disent non, mais en fait, c'est pas ce qu'on voulait dire, en fait, c'est plus timoré que ça, voilà. Et après ça, après le dépôt de documents juridiques, pourtant, au niveau des gardes de l'information, on continue à dire, oui, Resolute veut lutter contre la liberté d'expression, défendons Greenpeace, défendez Greenpeace. Voilà, donc il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Donc voilà, en fait, je repars sur Brent Spar. Voilà. Alors justement, dans cet ouvrage, vous parlez de ce deux poids, deux mesures, de ce discours souvent subjectif, partial, inexact, voire totalement incorrect. Mais en même temps, pour un spécialiste de la guerre de l'information, est-ce qu'on doit vraiment s'étonner de ce point? Est-ce que finalement, c'est pas justement leur boulot de faire cela et d'avoir de l'influence avec tous les moyens qui sont possibles? Bien sûr. Moi, je suis resté un grand naïf. Mais donc, quand je me dis, quand Greenpeace dit on se bat pour l'écologie, on se bat pour une noble cause, je me dis oui, bon ensuite limite la fin justifierait les moyens. Moi, je n'aurais pas trop de problème avec ça.
Par contre, en revenant sur le fond des critiques qu'ils émettent contre diverses énergies, alors on peut dire que j'ai choisi à dessein de traiter le pétrole et le nucléaire, mais pas du tout. Au départ, le client m'a demandé voilà comment Greenpeace attaque les entreprises. Bon, ils existent depuis 50 ans, ils sont présents dans 50 pays, donc j'ai dit ça ne va pas être possible. Réduisez s'il vous plaît. Donc on m'a dit stratégique, le pétrole et le nucléaire. Donc j'ai pris pétrole. L'énergie, quoi, oui, pour pas prendre le pétrole classique, j'ai pris les bitumineux en Alberta. J'ai pris le pétrole marin dans le bassin de l'Amazone. Et j'ai pris le nucléaire, il n'y avait pas 36 Qui vous choix, amènera quoi. aussi à parler de l'éolien, de fait. C'est ça. Et c'est là où est le principal problème. C'est-à-dire que je vais directement au troisième cas que j'ai traité, puisque j'ai traité 3 cas de guerre d'information. Greenpeace a fait en 2013 un scénario de transition énergétique. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une plaquette marketing. Et moi qui me fais toujours l'avocat du diable, c'est pareil. Si on m'avait c'est une dit, analyse SWOT des énergies, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de matrice SWOT. Et du coup, quand j'ai regardé sur l'éolien, au départ, j'avais rien de spécialement contre. Je me dis l'idée est plutôt bonne, à part que c'est très très moche. Mais oui, ce qui est un point de vue subjectif aussi. Complètement. Mais il n'y a pas de problème avec la subjectivité du moment qu'elle est assumée. C'est-à-dire que si Greenpeace dit nous défendons le bien, nous mettons en place le principe de précaution, il faut que ça soit partout. Et quand on voit que sur leur site internet, par exemple, ils disent rien sur le néodyme. Le néodyme, je rappelle, donc c'est pour les téléspectateurs, c'est une terre rare qui est extraite principalement dans la province chinoise de la Mongolie intérieure et qui crée énormément de pollution. C'est-à-dire que le lieu qui est utilisé donc pour la construction pour les aimants des éoliennes. Et je crois que c'est Jean-Louis Butré qui dirige la Fédération Environnement Durable qui a dit, oui, je m'en souviens, qui a dit qu'il y avait, je crois, besoin de 500 kilos de néodyme pour un aimant d'éolienne offshore. Et quand vous voyez les dégâts que ça fait, vos téléspectateurs peuvent taper sur Google Images lac Baotou, B-A-O-T-O-U. C'est l'endroit qui est désigné, je crois, l'endroit le plus pollué au monde en 2015 ou 2016, à cause de l'extraction du néodyme. Et Greenpeace ne dit rien du tout sur le néodyme, ni dans le rapport, ni sur son site. Il y a une personne de Greenpeace Chine, anciennement de Greenpeace Chine, qui s'appelle Jamie Choi, qui avait fait remonter l'information. Ça n'a jamais été repris par Greenpeace Chine, ni par les autres organismes. Et ensuite, sur ce fameux 2 poids 2 mesures, quand vous analysez qu'en France, Greenpeace dit on s'oppose au projet de centrale d'Hinkley Point C en Angleterre parce que c'est dangereux pour l'environnement, parce que EDF ne tient pas économiquement. Bon, il passe sous silence déjà le fait qu'à cause de la CSPE et d'autres choses, EDF est obligé de vendre de l'énergie à bas coût à toutes ces entreprises renouvelables. Et donc ça crée des déficits. Mais ils ne donnent pas un seul mot sur leur partenariat, Greenpeace, avec les multinationales des éoliens qu'effectue leur branche business qui est en Allemagne. Et alors justement, on y vient en fait. Vous parlez des liens d'intérêt avec les fondations et les trusts, les grandes entreprises. C'est le cas notamment de l'éolien. Et finalement, on se pose la question, là encore, de savoir si de tels combats comme ceux que Greenpeace affiche vouloir mener peuvent être menés sans l'appui de très grandes entreprises telles que celles qui sont formées dans l'éolien. Je pense pas, parce que qui dit guerre de l'information, dit les moyens. En fait, une ONG, c'est quoi? Une ONG, c'est une entreprise. C'est-à-dire que faut qu'elle emploie des gens, elle a des locaux à payer. En théorie, c'est du lucratif, on va dire. En théorie, oui. Mais elle emploie des gens, mais ensuite, il peut y avoir du non lucratif, des activités de mercenariat. Ensuite, le non lucratif, il y a différents types de capital. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des grands renvois d'ascenseurs qui font qu'on ne reçoit pas forcément d'argent, mais on se fait remercier autrement. On gagne en influence auprès des organisations internationales, par exemple. Mais là où ils sont malins, c'est-à-dire que c'est un mensonge par omission que fait Greenpeace. Ils disent, nous ne sommes pas financés par les entreprises. C'est vrai. Mais en guerre économique, on sait très bien qu'un trust caritatif, c'est le faux-nez en fait, de l'économie. Dans le deuxième cas de guerre de l'information, par exemple le bassin de l'Amazone, je m'appuie notamment sur tous les travaux d'Yann Giron, et je renvoie aussi à Mathilde Junot sur Océan, la voie des invisibles. Il n'y a pas d'entreprise qui finance Greenpeace directement pour agir sur l'eau, mais par contre, les trusts qui financent derrière, vous avez la Packard Foundation, et vous avez la Moore Foundation. Donc Packard, Hewlett Packard, tout le monde sait que c'est un fabricant d'informatique. Mais la Moore Foundation, peut-être que moins de gens savent que Gordon Moore, c'est le cofondateur d'Intel, une des plus grosses entreprises de micro-informatique. Donc l'idée, en s'associant avec des trusts caritatifs qui veulent par exemple privatiser des aires d'océan ou créer des aires marines protégées sans pêche, ça ne veut pas dire sans extraction, ça permet en fait à ces clients, en fait, à ces ONG qui privatisent ces zones-là, de permettre potentiellement de l'extraction pour leurs bienfaiteurs. Sans être dérangé par la pêche, justement. Sans être dérangé par la pêche. C'est-à-dire que si une entreprise dit, nous, on privatise cette portion d'océan, et puis déjà on va dire non, c'est pas possible, c'est une activité économique, et ensuite, de quel droit? Mais si c'est un trust qui dit, on protège la planète, on protège l'environnement, on agit pour le bien, qui fait du lobbying et qui y arrive, là, il peut ensuite se permettre de faciliter l'extraction de minerais, genre germanium, yttrium, sélénium, barium, ça qui servent pour la micro-informatique, et ça pourra bénéficier ensuite à l'entreprise dont le trust est une espèce d'excroissance.
Donc c'est une boucle en fait de conflit d'intérêts quelque part, c'est un peu ce que vous êtes en train de nous expliquer. Est-ce que pour autant vous niez le rôle positif de lanceur d'alerte qu'on pourrait assigner à Greenpeace? Non. Non, ça dépend dans quel domaine. Et c'est pour ça, quand on me dit qu'est-ce que tu penses de ceci, cela, en guerre économique, j'ai appris si on n'a pas d'informations, on s'écrase. Donc je me suis, plutôt que de vouloir répondre oui, tu as raison sur tel point ou pas, je sais pas, j'ai pas étudié. C'est-à-dire que sur leur lutte contre les néonicotinoïdes qui tueraient apparemment les abeilles, je pourrais dire qu'ils tuent les abeilles, mais j'ai pas assez fouillé le dossier. Je pense qu'ils ont raison, mais je pense que les points où c'est positif, il faut les soutenir de toute façon. Je dis juste que pour ce que j'ai vu, j'ai pris 3 cas au pif, et non, il y a des choses derrière, dans les sables bitumineux. C'est peut-être, alors, ce qu'on pourrait vous opposer aussi comme argument, c'est que peut-être vous êtes tourné sur les cas les plus emblématiques et ceux qui brassent le plus d'argent, qui causent donc de fait peut-être le plus de problèmes financiers, de conflits d'intérêts et autres. Non, j'ai pris vraiment les cas qu'on m'a demandé. En plus, là où ils mettent le plus d'argent, ça dépend de leur section. Toutes les sections de Greenpeace déjà ne sont pas transparentes. Bien sûr. Il y en a d'autres qui mettent de l'argent plus sur le climat, d'autres sur les océans, d'autres sur les forêts. Non, j'ai pris vraiment les cas qu'on m'a demandé. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais trouver? Parce que j'ai étudié 3 choses, la forme, le fond et ce que j'appelle le double fond. Donc le double fond, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, et le S entre parenthèses, c'est qui est-ce qui finance. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire de ce fait que Greenpeace manipule les opinions, fait même un peu d'ingénierie sociale quelque part, avec une dictature de l'émotion? Complètement, bien sûr. Oui, bien sûr, absolument. De toute façon, pour convaincre, il faut prendre par l'émotion. Pour prendre par l'émotion, il faut choquer. Pour choquer, il faut employer des moyens qu'il faut pour choquer. On pourrait faire un parallèle peut-être avec les associations de protection animale aujourd'hui, type L214 qui s'infiltrent dans les abattoirs. Bien sûr. Mais finalement, on se rend quand même compte que ça a engendré une commission d'enquête parlementaire et qu'on peut considérer qu'il y a des effets positifs aussi dans ce mode extrêmement offensif. Bien sûr. J'en remets pas en cause la forme. Le côté, non, on fait que ça, que seulement du 100% légal, où on discute en débat, non, ça marche pas. À chaque fois qu'il y a eu des conquêtes dans l'histoire, ça s'est fait par la force et par la violence. Donc ils emploient de la force et parfois de la violence. Ça me pose pas de problème sur le fond. Je dis juste que il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des omissions. C'est-à-dire qu'un débat équilibré sur l'éolien, par exemple, ça serait, quels sont les risques des infrasons? Comment c'est imposé dans les communes? Est-ce que vraiment écologiquement c'est meilleur? Est-ce qu'au niveau énergétique, ça garantit une indépendance énergétique? Ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a quelques semaines, il y a Jean-Pierre Rioux de l'association Montchampeau qui a montré que le fonctionnement des éoliennes était à 0 dans le pays. Ensuite, est-ce que c'est vraiment meilleur pour l'environnement? Non, il faut construire des lignes de tension, il faut construire des centrales qui vont relayer parce que c'est l'énergie intermittente. Ça va polluer, ça demande du matériau, ça demande des terres rares. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ils ne le font pas. Ce que je reproche à Greenpeace, c'est de dire nous mettons en avant des éléments scientifiques, mais de faire juste du marketing. Et de compter, faites sur l'aura dont ils bénéficient. Pour ne pas se remettre en question. En fait, on a le sentiment qu'il y a 2 choses qui s'opposent chez vous. C'est que vous aviez une volonté un peu naïve, si je puis me permettre, de voir dans cette ONG une vraie volonté de faire le bien, entre guillemets, et vous vous rendez compte, en fait, que c'est une entreprise qui est obligée de marketer son discours pour aller au bout de perspectives qui ne sont pas forcément intégralement louables. C'est ça. Il y a de la naïveté au départ, mais quand on me demande de faire un travail consultant, il n'y a pas de naïveté. C'est-à-dire que j'étudie, complètement pragmatique, je prends les éléments, j'analyse, alors je dis de manière neutre, on a toujours une part de subjectivité, mais j'essaie de prendre le recul que je peux, c'est-à-dire qu'en guerre économique, ce qu'on nous a appris, il y a 6 questions. Il y a qui, quoi, où, quand, comment. Donc ce sont des questions objectives, c'est des faits, ce sont les sources que j'ai mis. On pourrait dire oui, vos sources sont partielles, donc j'ai essayé de prendre des sources qui sont à peu près, pas neutres, mais qui me semblent assez objectives. Et vous avez la dernière question, c'est le pourquoi, c'est l'interprétation. Et là, c'est toujours sujet à caution. Donc non, il y a une vision naïve au départ. Mais c'est au début, je me suis dit non, je vais travailler sur une ONG que j'aime bien, je vais rien trouver. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ils veulent que je fasse un rapport dessus, mais je vais rien trouver, quoi. Et en fait, si, largement. En fait, oui, on ne s'est pas ennuyé durant cette recherche. Non, pas trop. Alors, est-ce que, même si évidemment cette recherche porte sur Greenpeace, est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver des fonctionnements similaires dans la majorité des organisations non gouvernementales? Alors, sans faire de la spéculation. Non, c'est pas ça, c'est que je peux pas répondre. C'est-à-dire que les ONG non gouvernementales, il y en a a priori des millions. C'est assez flou cette définition d'ONG. Et même, comme je dis, en guerre économique, je peux pas dire, j'ai pas étudié la chose. Vous parlez souvent de WWF, par exemple. Ouais, j'en parle pas mal. Que vous connaissez visiblement je connais bien. Assez. J'ai étudié les travaux de Yann Giron. Et Yann Giron a beaucoup travaillé sur le WWF. Ouais. Et quel parallèle feriez-vous, ou justement, quelle différence feriez-vous entre ces deux associations? WWF bosse avec les entreprises. Ils ont choisi un modèle qui s'associe aux entreprises pour le travail. Ils développent aussi des choses qui prêtent à caution, comme les labels. Je crois que c'est le label MSC, Marine Stewardship Council, où ils sont derrière, ils s'auto-labellisent, il y a des choses comme ça aussi.
Mais j'ai pas assez. C'est plus transparent finalement. Mais je suis pas convaincu parce que ça dépend. Non, mais ça dépend des sections. Le site WWF, quand je l'avais vu, il n'était pas si transparent que ça. Je peux pas me prononcer, même quand je parle de Greenpeace, je parle de certains points de Greenpeace, je ne parle pas de toutes les personnes de Greenpeace. Yann Giron, j'avais été en contact avec lui je lui ai posé 1 ou 2 questions, s'il connaissait, il m'a dit que les gens de Greenpeace en Afrique, par exemple, qui luttaient contre la piraterie, étaient des gens très courageux, qui n'avaient rien à voir avec ceux qui sont à Greenpeace International, aux Pays-Bas, et puis qui touchent... Oui, est-ce que c'est pas finalement un peu comme partout, il y a d'une certaine manière les technocrates, entre guillemets, qui s'arrangent avec les grandes entreprises. Et il y a le militant cocu, voilà. Enfin, cocu ou pas cocu, mais je veux dire, les militants sûrement qui n'est pas au courant de tout ce qu'il y a derrière. Je pense pas que beaucoup de militants en France savent que Greenpeace Énergie Greenpeace a une branche business qui s'appelle Greenpeace Énergie et qu'ils ont porté plainte contre EDF pour distorsion de la concurrence. On va dire, non, ils portent plainte pour atteinte à l'environnement, pas pour distorsion et des questions de business. Alors la dernière partie de votre livre est sans doute la plus originale, entre guillemets, puisque vous apportez des propositions pour essayer de régler ces problèmes de conflit d'intérêts. C'est notamment le cas de la transparence. Vous expliquez également qu'il faudrait retirer peut-être le label, entre guillemets, intérêt général, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Oui. Oui, j'avais fait quelques propositions, c'était une ouverture, on pourrait en faire beaucoup plus. Mais oui, il y a des choses qui vont pas, mais ça se fera jamais entre nous, puisque je dirais que tout ce qui est lobby énergétique, transition énergétique a gagné. Donc Greenpeace bénéficie toujours d'une bonne aura. Là, récemment, ils viennent d'analyser, je crois, ils viennent encore de faire le coup des comparateurs d'énergie, d'électricité verte, ils ont tapé EDF, Engie, et Greenpeace a mis en avant Enercoop. Et je parle d'Enercoop dans le bouquin, parce que Greenpeace est lié à Enercoop, c'est-à-dire ils s'auto-labellisent, ils s'auto-mettent en avant. Et les journalistes qui ont rapporté la chose n'ont même pas cherché à savoir qui était derrière Enercoop. Ils ont remis ça en avant. Donc oui, on peut parler des propositions, mais il n'y a rien qui changera, à mon avis, globalement. Bon, on va en parler quand même, parce qu'on est plein d'espoir à TV Liberté. Oui, on peut en parler. La transparence, ensuite... la transparence, il y a un ami qui me disait, transparence, c'est quoi? C'est être vraiment transparent ou c'est être invisible? Puisque le terme, c'est un peu à double sens. Prenez l'ONG Transparency International, par exemple. Transparency International, à la fin de cette année, il va encore publier son indice de perception de la corruption. Ils vont dire il faut qu'il y ait plus de transparence. Déjà, vous regardez la carte de la corruption, les gentils, c'est l'Occident, globalement, et les méchants, c'est la Russie, c'est la Chine et c'est les pays africains où il y a chopé des matières extractives. Mais ils parlent de transparence, mais ils sont financés par Soros, par exemple. Ils sont financés à coût de plusieurs millions depuis 20 ans par Soros. Il y a beaucoup de conseils à donner en matière de transparence. De transparence, avec les îles Caïmans, les Antilles néerlandaises et toutes ces choses-là. Ouais. Quand la défense des lanceurs d'alerte, vous regardez qui est derrière le rapport des lanceurs d'alerte. Ou des Panama Papers aussi. C'est Soros. Et le rapport sur les lanceurs d'alerte qui a été fait, je crois, en 2013, dans sa première version, vous regardez derrière, il y a des fondations Soros. Il y a sa fondation polonaise, la Stefan Batory, qui est l'Open Society polonaise. Vous avez des personnalités qui sont liées à Soros ou à ses réseaux. Et vous avez surtout le fait que sur les lanceurs d'alerte, Transparency en parle beaucoup, mais ils n'ont pas du tout parlé de Wikileaks, ni de Julian Assange, qui a tapé Clinton, qui est la copine de Soros et qui est proche de l'idéologie. C'est-à-dire que c'est à double sens. Donc transparence, en fait, le terme est tellement vaste. De quoi on parle? Transparence financière de Greenpeace, d'accord. Transparence, oui, qui peut être derrière. Ou dire, considérer qu'un trust, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'ils disent, nous ne sommes pas financés par des entreprises, mais nous sommes financés par des trusts, qui ceci, qui cela. Mais c'est un gros travail à faire. Ouais. Ce qu'on comprend aussi, c'est que effectivement, là, on a beaucoup insisté sur cet aspect. Il y a des imbrications avec les milieux économiques, donc les grandes entreprises, les trusts, etc., même si c'est une manière de camoufler les choses. Mais il y a également, comme vous venez de le rappeler avec Soros, beaucoup d'implications politiques et finalement des indignations à géométrie variable. Mais les trois sont liés. En fait, dans une société de l'information, qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Il faut maîtriser l'information, tout simplement. Pour maîtriser l'information, il faut maîtriser la communication. Si en amont, vous arrivez à propager un message qui sera repris tel quel par des médias amis ou qui ne se posent pas de questions, parce que la charte d'éthique du journalisme, en général, elle n'est pas trop respectée, le devoir d'investigation n'est pas respecté, vous avez gagné. Et si vous matraquez les choses sur plusieurs ondes, sur des échiquiers, nous on voit les échiquiers en guerre économique, politique, économique et sociétale, on voit les diverses imbrications. Mais si les messages sont diffusés en donnant l'impression de venir de personnes différentes ou de milieux différents et qu'en fait ce sont les mêmes au départ, vous gagnez la guerre de l'information. Eh bien, merci beaucoup Thibaut Kerlierzin. Je rappelle pour les téléspectateurs, donc c'est un ouvrage qui s'appelle Greenpeace avec en sous-titre une ONG à double fond avec un S entre parenthèses, on a compris pourquoi, aux éditions Valeurs Ajoutées, collection Guerre de l'information. Et en plus, vous aurez la préface de Christian Arbulot. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.